Allez, ben on va se lancer. Donc, merci à tous de vous être inscrits et de participer à ce webinaire autour d'Azure et notamment comment optimiser votre organisation avec les solutions Azure. Donc, aujourd'hui, au sommaire, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va vous contextualiser un tout petit peu pourquoi on est là aujourd'hui. Et après, on vous présentera un peu nos différentes offres autour de la gouvernance, du Move to Cloud, du FinOps, de la Sécu, du backup et du PRA, Azure Arc et enfin Azure AVD. Donc, si on passe à la slide suivante, je vais me présenter. Donc, moi, Hop. c'est Romaric Mahut. Je suis chef de projet marketing chez Bluesoft Empower depuis à peu près 3 ans et je suis aussi Alliance Manager Microsoft. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Rémi Bovy. Je suis le responsable du pôle Azure chez Empower. Voilà, je suis aussi Microsoft MVP Azure depuis quelques temps. Et je vais vous parler aujourd'hui voilà, de toutes ces belles offres autour d'Azure et voilà, de comment optimiser un petit peu tout ça et gagner sur Azure. Allez. Alors, des solutions Azure, pourquoi? C'est une très bonne question. Voilà, donc, historiquement, nous, chez Empower, on accompagne tous nos clients sur Azure. On s'est rendu compte que, effectivement, côté Azure, c'était pas si simple de s'y retrouver dans tous les services proposés. On parle de plus de 140 services dans Azure, d'accord? Donc, c'est un petit peu compliqué. Bon, on a essayé de rationaliser un petit peu tout ça. On a eu besoin aussi de répondre à des cas d'usage précis. C'est des questions que vous devez vous poser de votre côté aussi. Comment je renforce ma sécurité? Voilà, si demain je dois faire de la VDI, de quelle manière je peux le faire avec Azure? J'ai besoin de gérer mes mises à jour, j'ai besoin de renforcer ma sécurité. C'est répondre un petit peu à ces cas d'usage. J'ai aussi besoin de comprendre et évaluer avant d'acheter. Bah ouais, c'est un peu important aussi. Donc, comme je vous le répétais, 140 services. Azure, il a un modèle financier à la consommation. C'est quand même bien de pouvoir comprendre en amont qu'est-ce qu'on va avoir, de quelle manière on va l'avoir, combien de temps ça prend et combien ça peut coûter. Et si on décide effectivement d'y aller, mais de manière progressive. On verra que dans nos propositions d'accompagnement, on a plusieurs déclinaisons qui vont de la découverte jusqu'à l'audit, jusqu'à l'implémentation en fait à l'intérieur. Et du coup, ça va vous permettre de commencer petit pour grandir au fur et à mesure. Notre réponse à toutes ces questions, là vous les voyez, c'est cette offre à l'heure actuelle. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Des offres packagées autour de la gouvernance, du move to cloud, c'est vraiment des sujets d'actualité, la virtualisation des postes de travail, du FinOps, du backup, Arc et de la sécurité. Pourquoi on s'est engagé et pourquoi on a décidé de faire des offres des offres packagées autour d'Azure, c'est qu'en fait, on capitalise, nous, depuis pas mal d'années déjà, plus de 5 ans, sur beaucoup de projets similaires. On a beaucoup de récurrence dans nos projets. Et donc, on a développé chez Empower une approche qui est, on va dire, structurée autour de ces différentes offres. C'est pour ça qu'on est capable de s'engager forfaitairement, d'accord, donc avec des garanties de résultats autour de ces offres. Ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement important. Nos offres, elles sont packagées, donc elles ont un périmètre, ça c'est important à garder. Néanmoins, elles sont contextualisées. Toutes nos offres commencent toujours par une prise de contexte. On s'intéresse aussi à ce que vous avez, qui vous êtes, de quelle manière vous travaillez. Toutes nos offres, elles seront respectueuses du CAF. Alors cet acronyme, c'est le Cloud Adoption Framework. Ce sont des bonnes pratiques décrites par Microsoft. Et tous nos consultants sont sensibilisés au CAF et toutes nos démarches sont relatives et sont associées au CAF. Ces offres-là, elles permettront aussi de faire un démarrage rapide, ce qui est plutôt pas mal. On ne va pas trop se poser de questions, on va pouvoir y aller directement. Et elles seront toutes réalisées par des experts. Ces experts-là sont aussi des porteurs d'offres. C'est-à-dire que c'est eux qui ont réalisé ces offres packagées, d'accord, et qui pourront les porter sur le delivery et aussi, aussi sur la partie explication. On a mis quelques petits blasons, voilà, tous nos experts sont certifiés côté Microsoft, allant effectivement de Solution Architect jusqu'à MVP. Rémi, moi j'avais une petite question sur cette slide, notamment dans la deuxième brique bleue en bas, on parle d'engagement forfaitaire. Est-ce que sur toutes ces offres-là, on s'engage uniquement au forfait? On s'engagera au forfait sur toutes ces offres-là, effectivement, parce qu'on est sûr et certain, entre guillemets, de pouvoir délivrer ce qu'on a imaginé, réaliser dessus. Néanmoins, et on le verra par la suite, si on est un petit peu en dehors de ces offres packagées, d'accord, on peut avoir des contextes bien particuliers, on saura aussi répondre à ses besoins et ses problématiques. Très clair, merci. Allez, on va rentrer un petit peu dans le détail de nos solutions et vous expliquer step by step qu'est-ce qu'on va vous proposer. Une des premières offres tourne autour de la gouvernance des environnements Azure. Alors, qu'est-ce qu'on met sous le terme de gouvernance? Moi, ce que j'aime bien, c'est dire que ce sont les fondations, c'est le socle de la gouvernance. Sans gouvernance et sans une gouvernance précise ou connue, on va prendre un mur à un moment. Le mur, il va être pris dans 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est un fait. Quand on parle de gouvernance, on va parler de choses qui sont
très simples, entre guillemets. On va pouvoir parler de choses comme des nomenclatures de nommage, d'accord, mais on va parler de choses un petit peu plus compliquées aussi, de topologie réseau, de matrice des responsabilités, de modèles RACI associés à Azure. Et on va aussi parler de tout ce qui va être policy. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces acronymes, les policy, ça va être des séries, entre guillemets, de politiques qu'on va implémenter dans Azure et qui vont permettre très rapidement de sécuriser et de conserver une certaine conformité. Ça fait partie de la gouvernance. Toute cette partie gouvernance-là, dans la majorité des cas, il faut qu'elle soit réalisée avant vos projets Azure. Avant de mettre un pied dans Azure, définir une bonne gouvernance, c'est essentiel. De notre côté, on vous propose 3 solutions pour définir votre gouvernance. Un premier scénario. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire le slide de bout en bout, on vous les transmettra et vous les aurez à disposition après le webinaire. Le premier scénario, c'est une sorte d'acculturation et une découverte. Qu'est-ce que la gouvernance dans Azure? Là, je vous en touche quelques mots à l'intérieur. C'est un petit peu plus compliqué, un peu plus dense. On va vous présenter effectivement les principes de la gouvernance. On va vous expliquer un petit peu les policies, la sécurité, l'organisation et la hiérarchie qu'on doit pouvoir mettre dans Azure, comment on verrouille un petit peu tout ça. Ensuite, on vous montrera un petit peu les best practices, pourquoi on doit mettre ça en œuvre, et puis surtout une roadmap. Donc, on va vous expliquer quel chemin il va falloir mettre et quelles sont les actions qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir disposer d'une bonne gouvernance. Le deuxième scénario, qui lui est déjà beaucoup plus dense, ça va être de définir avec vous votre gouvernance. Là, on va réellement travailler sur la définition de la gouvernance pour vous, dans votre contexte, et toujours en respectant le CAF de notre côté. On aura des ateliers qui seront beaucoup plus denses, dans lesquels effectivement il y aura plusieurs parties prenantes. Il y aura certainement effectivement la partie RSSI, DSI, les métiers à l'intérieur, qui vont permettre de définir qu'est-ce que sera la gouvernance chez vous demain. Le troisième scénario, les 2 premiers scénarios sont surtout et bien souvent réservés à des gens qui n'ont pas d'Azure ou qui commencent dans Azure ou qui n'ont pas encore mis des bonnes pratiques. Le troisième scénario, il est plus effectivement un rapport d'étonnement. C'est vous êtes déjà dans Azure, vous avez déjà mis des choses en place, bien souvent de manière opportuniste. C'est le cas, on découvre Azure, on met des choses à l'intérieur. On va être là aussi pour nous apporter un regard neuf à tout ça et dire à un moment, voilà, votre gouvernance à l'heure actuelle, si on prend le CAF comme référentiel, vous y êtes pas, il vous reste tant de marches à franchir pour y accéder. Voilà. Donc 3 scénarios possibles, forcément avec des charges temporelles qui sont un petit peu différentes à l'intérieur. Tout ça, et ça vous le verrez pour l'intégralité de nos autres offres, documenté avec des livrables associés. Rémi, tu parles souvent du CAF. Est-ce que c'est possible pour nous, pour le client, de le monitorer, de le scorer, ces fameuses bonnes pratiques? Exactement. Alors effectivement, le CAF, by design, c'est une grosse documentation à l'intérieur. Microsoft a mis à disposition dans un portail la possibilité effectivement de répondre à des questions relatives au CAF et d'avoir son degré de maturité par rapport au CAF. Donc on a un score à la sortie de ça. Donc ce qui est intéressant de regarder pour des gens qui ont déjà Azure, c'est il faut répondre correctement aux questions, il ne faut pas en avoir peur. Et vous allez répondre au CAF, vous allez certainement avoir un score qui risque d'être faible, d'accord. Le but de créer un cycle vertueux là-dedans, c'est de se reconfronter au CAF de manière cyclique. On fait évoluer la gouvernance, on se reconfronte au CAF, et du coup, on fait augmenter son score. Voilà. Et ça, ce sont des outils qui sont libres et disponibles sur le portail de Microsoft. Merci. Notre deuxième proposition d'accompagnement, celui-là va parler aussi à beaucoup de monde, c'est ce qu'on va appeler le Move to Cloud. Et on a des choses chez SOA, on a des choses dans un autre data center, on a des choses dans un autre cloud. De quelle manière on va pouvoir réfléchir et enchaîner des actions pour pouvoir basculer progressivement vers le cloud de Microsoft. Donc effectivement, comme c'est marqué en phrase, à opter pour Azure Cloud et libérer le potentiel de votre entreprise grâce à une agilité accrue. Ça, c'est tout l'intérêt du cloud public de manière générale. Et nous, côté Empower, on va essayer de vous accompagner justement à réussir cette opération de migration vers du cloud public et celui de Microsoft. Nos propositions d'accompagnement autour du Move to Cloud sont déclinées aussi en 3 propositions. Donc la première, effectivement, c'est une étude d'opportunité. L'étude d'opportunité, elle va vous permettre d'ouvrir vos chakras, d'avoir une première réflexion sur est-ce que du coup, chez nous, on est mature, capable, est-ce que c'est une option d'aller vers du cloud de Microsoft, et si c'est une option, est-ce qu'on doit le faire from scratch d'un seul coup, ou est-ce qu'on peut le faire de manière progressive? Donc, on va étudier les enjeux avec vous un petit peu du Move to Cloud. Donc, c'est pour ça qu'il y aura pas mal de discussions ensemble. Il y aura dedans, effectivement, un document qui vont donner les bonnes raisons ou les mauvaises pour pouvoir aller dans Azure. En général, c'est plutôt des bonnes raisons. Avec un livrable associé à tout ça. L'étape numéro 2, c'est plutôt le scénario numéro 2, c'est une étude technique. D'accord? C'est ce qu'on va appeler plutôt un assessment. Donc, on va regarder ce que vous avez à l'heure actuelle. Et le but de l'assessment, ça va être de définir un chemin de migration.
c'est de se dire à un moment, voilà, là où vous en êtes, là où on souhaite aller, de quelle manière on y va, combien de temps ça prend et combien ça coûte. Combien ça coûte, c'est important de savoir combien ça coûte en atterrissage dans Azure et combien ça coûte aussi potentiellement en prestation ou en effort interne chez vous. Le troisième scénario, lui, va un petit peu plus loin que le deuxième, puisqu'en gros, l'étude de migration, ce coup-ci, va permettre de poker. Donc, en gros, on va mettre en place déjà une landing zone, donc une première zone d'atterrissage à l'intérieur, et des premières migrations. Là, on parle de 2-3 machines virtuelles, d'accord. En général, ensuite, il y a une procédure qui est liée et qui vous permet alors soit d'être autonome sur le reste de la migration, soit, entre guillemets, après de complémenter, on peut continuer à vous accompagner sur ce genre d'offre-là, pour votre move to cloud. Ces 3 scénarios-là sont complémentaires. On peut commencer par le premier, puis après passer au deuxième et ainsi de suite au troisième. Ça dépendra de vos degrés de réflexion, de la temporalité et de vos différents projets à l'intérieur. Notre troisième offre de proposition, c'est la partie FinOps. Comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, dans Azure, on a des coûts, et les coûts sont souvent effectivement associés à des usages et à la consommation, et c'est des coûts qui sont, entre guillemets, pas one shot, d'accord, ça varie dans le temps. C'est souvent une nébuleuse aussi la partie coût dans Azure. On se pose beaucoup de questions. On peut avoir peur aussi de qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. De notre côté, la partie FinOps, alors il y a une partie de l'optimisation, forcément. Vous avez déjà de l'Azure. On va essayer de vous aider à faire des économies ou au moins contrôler et maîtriser beaucoup. Il y a surtout aussi une partie d'acculturation, ce qui va vous permettre de prendre en considération les coûts d'Azure dès le début de vos projets. Dans Azure, on met des projets en général, des applicatifs, il y a des projets qui vont aller dans Azure, et prendre en considération les coûts d'atterrissage dès le début du projet, c'est quelque chose qui est important. Donc l'accompagnement FinOps, il n'est pas là que pour optimiser, d'accord, on fait des économies avec le FinOps, mais aussi on est maître et on contrôle ses coûts. Donc, côté proposition d'accompagnement, une acculturation en FinOps, ça permet de comprendre les mécanismes de fonctionnement d'Azure et les mécanismes d'économie potentielle qu'on peut réaliser dans Azure. On va vous décrire les principes du FinOps, d'accord, les best practices aussi qui sont associés au cloud public et au cloud de Microsoft, et définir une première roadmap d'optimisation, d'accord, les bonnes choses qui sont à mettre en œuvre pour que vous soyez garant de vos coûts et que vous puissiez maîtriser vos coûts. Le deuxième scénario, lui, est déjà, et on rentre un petit peu plus à l'intérieur, puisqu'on va retravailler sur ces principes-là, on va rentrer dans le détail, on va analyser vos consommations au jour le jour, et on va vous faire les premiers leviers d'économie. On vous expliquera tous les principes de réservation, les principes de resizing de votre infrastructure, ou au moins d'avoir la bonne taille au niveau des VM. Des principes potentiellement aussi autour du DevOps, de provisioning, déprovisioning de vos ressources. Quelque chose qui tourne et qui ne sert à rien, c'est un coût complémentaire, donc il faut faire des économies à ce niveau-là. On mettra en place la roadmap et on fera les ateliers de mise en œuvre. En gros, on va vous faire potentiellement, et je dis bien potentiellement, parce que c'est dur de s'engager sur des économies de coûts, des économies autour d'Azure. Ça va être ma question, Rémi. Est-ce que FinOps, optimisation des coûts, est-ce que nous, on s'engage chez nos clients à faire des économies? Alors la réponse est non. J'adorais vous dire venez chez Empower, on vous fera 40% d'économie. C'est pas le cas. En fait, il va falloir qu'on fasse une analyse, d'accord. Ça dépendra déjà de ce que vous avez. Il y a des services effectivement, IaaS, PaaS, SaaS qui ont déjà des économies potentielles qui peuvent être mises en œuvre avant qu'on arrive, d'accord. Donc on a besoin de cette analyse-là. Sortie de cette analyse, on peut vous dire déjà entre guillemets combien de pourcentage d'économie vous ferez. Voilà, parce qu'il y a des outils, qui permettent de calculer ces leviers-là, mais non, on ne pourra pas s'engager réellement sur des économies côté Azure. Proposition suivante, la sécurité. Alors ça, c'est entre guillemets, on pourrait mettre quasiment même tout en haut des offres d'accompagnement. Depuis quelques années maintenant, Microsoft a mis le paquet sur la partie sécurité, pas que dans Azure, de manière générale. Quand on est dans du cloud public, j'ai déjà entendu dire c'est cool, on est dans du cloud public et puis rien à faire, tout est sécurisé, tout est verrouillé. C'est top. Non, c'est faux en fait. Voilà, je démystifie tout ça très rapidement. La sécurité, ça reste un vrai sujet, un vaste sujet. Quand on est dans Azure, il y a de l'infrastructure, il y a de la donnée, il y a de la data, il y a de la base de données, il y a des machines virtuelles, il y a de la sécurité à mettre en œuvre. La bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'il y a plein d'outils côté Azure qui permettent de faire cette sécurité-là. Néanmoins, il faut savoir où est-ce qu'on en est, de quelle manière on le fait et comment on peut avancer au niveau de la sécurité. Au niveau de nos scénarios et au niveau des offres de propositions d'accompagnement, on a une présentation effectivement de la sécurité et un premier audit de votre tenante, ce qui va vous permettre, entre guillemets, déjà d'être acculturé sur les différents outils dont je vous parlais,
il y en a pas mal, hein. Il y a de l'Azure Defender, voilà, il y a du SIEM, il y a du Log Analytics, il y a tous ces outils-là. Il y a des bonnes pratiques aussi au niveau des réseaux, au niveau des identités, d'accord? Donc, la présentation de la sécurité et de l'audit de ça vous permet aussi déjà d'avoir une première big picture de ce qu'il y a à réaliser, ce qu'il y a à mettre en œuvre chez vous. Le deuxième scénario, c'est l'audit. Là, c'est une vraie audit dans lequel on va se pencher sur ce que vous avez à l'heure actuelle dans Azure, on va l'analyser et on fera des préconisations dessus. En plus des préconisations dessus, on commencera déjà à travailler des quick wins, c'est-à-dire des axes d'amélioration rapides à mettre en œuvre sur lesquels vous allez avoir un gain immédiat au niveau de votre sécurité. On parlait du CAF tout à l'heure qui est plutôt garant effectivement de la conformité. Voilà, si on respecte les bonnes pratiques de Microsoft. Côté Azure, on a aussi des métriques qui vont nous donner un Secure Score. On va savoir à peu près où est-ce qu'on en est de sa sécurité dans Azure. Donc bien souvent, quand on commence et qu'on y va de manière opportuniste, on a un Security Score qui est un petit peu bas. Nous, le but, c'est de vous faire progresser dans ce Security Score, utiliser les bonnes pratiques de Microsoft, pouvoir se comparer aussi à des référentiels de sécurité et le faire évoluer. Et donc, en corrigeant des quick wins, il y a même des quick wins qu'on peut corriger de manière très rapide côté Azure, votre Security Score va augmenter naturellement. Le troisième scénario, qui lui est un petit peu parallèle aux deux premiers, qui lui est plus focus sur des produits de la gamme de sécurité de Microsoft, lui va mettre un focus plutôt sur la partie effectivement log analytique et Sentinel. Donc la partie puits de log, le captage de toutes ces informations qui peuvent émaner des identités, des applications, des infrastructures dans un puits de log. Et tout ce pétrole-là, de quelle manière on va le raffiner, entre guillemets, avec Sentinel. Sentinel, lui, c'est la partie SIEM de Microsoft qui va permettre d'agréger et de reprendre un petit peu toutes ces informations-là, de vous monter des alertes potentiellement, de vous aider à faire de l'investigation et de la protection. Donc ce troisième scénario-là, lui, il va aller plutôt de quelle manière, entre guillemets, on va vous présenter les produits, mettre les premiers scénarios en œuvre, donc des puits de log, et déployer chez vous Sentinel. Là, on est d'accord, point de vue sécurité, on est entièrement dans Azure. Rien à voir avec ce qu'on peut entendre sur la partie collab avec ME3, ME5, Business Premium. Là, on est vraiment sur la sécu purement dans Azure finalement. Tout à fait. Alors, il y a quand même une brique qui est un petit peu liée à tout ça. Voilà. Donc, il y a de la protection, effectivement, côté ME5, côté M365. D'accord. Il y a une vraie aussi sécurité. Néanmoins, on a une brique qui est commune un petit peu à tout ça. C'est sur les identités. Et les identités peuvent avoir aussi des protections. Voilà. On va parler d'Entra, Entra ID. Voilà, avec du P1, du P2, du P3, voilà. Donc c'est un peu entre les deux, Romaric, la protection des identités. Mais là, on parle vraiment de protection d'Azure et de donc toute la partie cloud technique réservée aux professionnels et pas la partie collaborative. Réservé aussi aux professionnels. Certainement. On parle de sécurité, on parle de landing zone, on parle de move to cloud. Voilà. Donc, quand on a mis tout ça en place, effectivement, il y a la résilience. La résilience est importante. Quand on parle de résilience côté Azure, dans la première présentation de Move to Cloud, nous en général chez Empower, on essaie de faire tendre plutôt nos collaborateurs à tendre plutôt vers du PCA, donc un plan de continuité. On a tous les outils côté Azure qui permettent de faire de la continuité d'activité. Néanmoins, de manière légale et pour employer le terme ceinture bretelle, on a la possibilité aussi de mettre en place du backup, d'accord, et des plans de reprise d'activité dans Azure. De plusieurs manières, on peut très bien créer des plans de reprise d'activité Azure vers Azure, on-prem vers Azure, d'accord. Ce sont des choses, VMware vers Azure, ce sont des choses qu'on peut entendre. Et la partie backup aussi, et backup virtuel on-prem vers Azure ou de tout ce qu'il peut avoir dans Azure. Donc la résilience est essentielle et super importante. Deux scénarios côté backup et PRA d'Azure. Donc le premier, c'est une étude financière dans lequel effectivement on va se projeter. Vous avez comme projet demain de mettre en place effectivement une sauvegarde ou du backup dans Azure. On va vous accompagner à définir combien ça va coûter. Forcément, il y a du stockage, forcément, il y a du service à mettre en œuvre par derrière. Donc, ça va être estimé avec vous un petit peu les volumes, les workloads qui sont à backuper et à sauvegarder, les services associés dans Azure et combien ça va vous coûter. Le deuxième scénario, lui, est plutôt une étude technique, d'accord. Donc là, ce coup-ci, on va présenter réellement les différents services cibles qu'on va mettre à l'intérieur. On va travailler sur la sécurité aussi lié au backup. Donc un backup, effectivement, c'est pas qu'une zone où on va poser des fichiers à l'intérieur. Il y a du chiffrement, il y a de la protection à mettre en œuvre dessus, il y a de la résilience aussi à mettre, de la géoredondance, du chiffrement de bout en bout à mettre en œuvre dessus. Donc on va le travailler. On va travailler aussi sur l'optimisation des coûts du backup et du PRA. On verra qu'on a des leviers aussi d'optimisation. Un PRA dans Azure, c'est quelque chose qui peut être entendu comme... on n'a pas besoin d'avoir un deuxième data center, donc on n'a pas besoin de payer un deuxième data center. Il est déjà hébergé dans les data centers de Microsoft. Donc il y a des options aussi. Il y a pas mal d'optimisation de coûts à faire effectivement dans le backup et dans le PRA.
On va aussi travailler sur l'architecture cible. Donc là, on va avoir une première projection. Voilà, si demain vous souhaitez effectivement utiliser ces services, vous aurez un DAT, une projection à l'intérieur et les premiers processus de mise en œuvre de tout ça. Voilà, avec à l'intérieur le processus de restauration, de reprise d'activité, comment ça fonctionne, les plans de sauvegarde, bref, une solution de backup clé en main. Je ne sais pas couper Romaric, je ne sais pas, je n'ai pas la vision. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Non, pour l'instant, non, mais n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Rémi et moi-même. Voilà. Moi, j'en avais une quand même. Ouais. Tu en as un tout petit peu parlé du PCA, donc du plan de continuité d'activité. Est-ce que ça va forcément de pair avec le PRA? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu peux un peu nous parler soit de la différence, soit de comment on accompagne nos clients entre le PRA, Alors, le backup et le PCA? bien sûr, alors ça ne va pas forcément de pair, néanmoins c'est quelque chose qui est préconisé, avoir une continuité d'activité, surtout côté Azure, on a à peu près tout ce qu'il y a, tous les outils disponibles pour pouvoir le faire. Donc à un moment, créer de la résilience, mettre des load balancers, dire qu'à un moment, sa base de données est résiliente sur plusieurs zones géographiques, sur des options qu'on peut avoir dans Azure et qui vont faire gagner en fait au niveau des SLA. Je vais vous prendre un exemple très simple, une machine virtuelle dans Azure, par défaut, si elle est toute seule, elle a un SLA de 99%. Le pourcentage qui reste, quand même, ça représente pas mal d'heures potentielles off sur une année, ce qui, voilà, potentiellement sur des machines de prod est inentendable. Doubler les machines virtuelles et les mettre effectivement en load balancing, on va déjà gagner à ce niveau-là. Avoir 2 machines virtuelles sur 2 data centers différents, vous protégez. Et plus on va monter au niveau du SLA, d'accord, plus vous allez être serein sur le fait que votre infrastructure ne tombera pas. Voilà, on parle de l'infrastructure là, je ne parle pas de l'application, mais de l'infrastructure. Et là, c'est là où on va tendre vers du PCA, un plan de continuité. Par derrière, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe majeure, d'un chiffrement global, d'accord. Si vous n'avez pas fait d'études de sécurité en amont, vous avez des risques à ce niveau-là. C'est là où le backup ou le PRA, PCA sont aussi là pour, entre guillemets, à vous rassurer. Voilà. Après, on parlait de PRA. Le PRA, il peut aussi être entendu dans le cadre d'un PRA entre la data center chez vous et Azure. Et donc, on ne sait jamais, hein, un incendie, une catastrophe qui pourrait arriver sur votre data center, d'accord, pouvoir redémarrer sereinement dans des data centers, et je dis bien potentiellement des data centers sur une zone France ou Europe, chez le cloud provider Microsoft, c'est quelque chose qui peut être aussi super rassurant. Voilà. Donc les deux sont liés. Ça va dépendre certainement aussi du RTO, RPO au niveau de vos applicatifs. Voilà, vous avez peut-être des environnements de dev test qui ne nécessitent pas de PCA, mais du backup, et des environnements de production sur lesquels on va s'amuser avec les deux en fait. Voilà. Très clair. Azure Arc. Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu cet acronyme pour ceux qui ne sont pas familiers avec Azure Arc. Derrière cet acronyme se cachent un petit peu toutes les capacités d'hybridation d'Azure. Quand on parle d'Azure, Azure et l'intégralité des services Azure quasiment ont été pensés en mode hybride, c'est-à-dire qu'ils sont capables aussi de venir vous aider sur vos data centers on-prem, sur vos infrastructures. Azure Arc, ça va vous permettre, et si on prend la définition, hein, d'accord, c'est effectivement étendre des services et des fonctionnalités d'Azure pour votre infrastructure sur site, multi-cloud ou edge. Le jeu de Microsoft autour de Arc est effectivement de pouvoir fédérer des data centers qui seraient on-prem chez d'autres cloud providers sur un seul et même interface qui serait Azure, d'accord. Dans Azure Arc, on peut piloter des infrastructures VMware qui seraient chez vous. On pourrait imaginer piloter la gestion des backups ou des mises à jour qui seraient chez vous on-prem. Azure Arc, il va même plus loin que ça. Il permet d'hybrider des bases SQL. Il permet d'hybrider du Kubernetes Services, d'accord, et de pouvoir gérer des infrastructures entre les deux. C'est vraiment sa vocation. Une application pourrait basculer du cloud de votre cloud public dans Azure. Vos bases de données, vos données pourraient faire la même chose. Dans le cadre de notre accompagnement, on a pris un premier scénario côté Azure Arc, d'accord, qui est un scénario, on va dire, plutôt d'actualité, qui est la fin du support étendu de Windows Server 2012 R2 et de SQL. Voilà. À l'heure actuelle, si vous n'avez pas souscrit des ES côté Microsoft, vos systèmes 2012 et 2012 R2 ne sont plus couverts par des mises à jour de sécurité. Donc, en gros, vous avez un gros trou dans la raquette quand vous voyez la fréquence de sortie des patchs côté Microsoft. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui s'est arrêté fin l'année dernière. Donc, on est déjà mi-janvier. À l'heure actuelle, si vous souhaitez effectivement souscrire à des ESU, vous les payez one shot par serveur ou par SQL sur une année. Microsoft a un peu modifié sa façon de faire au niveau des ESU, et via Azure Arc, en fait, vous allez pouvoir payer vos supports étendus par serveur sur votre facturation Azure. La facturation Azure, elle est mensuelle, d'accord. Elle est au consommé, donc mensuellement. Et là, du coup, vous n'avez plus à acheter vos ESU sur un an. Donc, en gros,
vous enrôlez une machine Windows 2012 Server chez vous dans Azure Arc, elle bénéficie de ces mises à jour de SU côté Azure. Si demain vous la migrez vers 2016 ou 2019, vous la retirez et vous ne payez plus les ESU. Voilà. Donc le modèle est beaucoup plus flexible. Et là, on rejoint le FinOps. Vous allez faire des économies potentiellement de masse suivant le nombre de Windows 2012 serveurs que vous avez. Notre offre d'accompagnement, et si vous n'avez pas du tout d'Azure à l'heure actuelle, n'ayez pas peur, elle va partir avec un petit peu de gouvernance, une petite landing zone à l'origine pour pouvoir déployer Azure Arc à l'intérieur, le déploiement de l'agent sur quelques-uns de vos serveurs, et on vous explique de quelle manière vont marcher les ESU, de quelle manière vous allez pouvoir en bénéficier. Moi, j'ai plusieurs questions, Rémi. Oui. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur ce que signifie ESU et vu que la date est passée, comment ils peuvent faire du coup? Ils peuvent tous les mois aller repayer pour étendre le support? C'est ça. Les ESU, c'est la mise à jour de sécurité étendue. D'accord? C'est de la possibilité de bénéficier de mise à jour de sécurité encore pendant quelques temps avec Microsoft sur des systèmes et des OS qui sont considérés comme obsolète. Microsoft propose cette offre-là, elle ne l'offre pas, hein, c'est quelque chose qui est payant, c'est un service qui est payant par derrière, mais elle propose ce service-là et ça va vous permettre de bénéficier encore pendant quelques années de mise à jour sur Windows 2012. Ça ne nécessite pas que votre machine soit dans Azure. Ça, il faut vraiment le préciser. Elle reste chez vous, elle reste sur votre data center et grâce à ça, ça vous permet d'avoir les mises à jour sur vos machines virtuelles. Les mises à jour ne redescendent pas via Azure Arc non plus. Elles redescendent par le canal naturel, d'accord, soit Windows Update, soit WSUS si vous l'avez. Je ne sais pas si j'ai été un peu plus Ouais, beaucoup plus clair en tout cas pour moi. N'hésitez pas si c'est pas clair. Et est-ce qu'il n'y a pas un prérequis? C'est pas ce que j'ai entendu au niveau assurance notamment. Si, c'est ça. En fait, vous pouvez bénéficier des ESU que si vos Windows Server sont couverts par de la software assurance. Donc la software assurance, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent savoir ce que c'est, surtout si vous gérez des grosses fermes de Windows Server, d'accord. C'est quelque chose que vous payez à Microsoft de manière normalement annuelle et qui vous permet en fait de bénéficier des upgrades de Windows Server à l'intérieur. Si vous n'avez pas de software assurance, vous ne pouvez pas bénéficier des ESU via Azure Arc, tout simplement. Donc c'est un vrai prérequis. Et dans le chat, on me demande si on peut estimer un coût d'Azure Arc. Oui, clairement. Quel serait son prix, ouais. Clairement, en fait, il y a des tableaux, et alors, on fait l'exercice, on le fait plusieurs fois par jour en ce moment, réellement, dessus. Donc, c'est basé sur des nombres de cœurs, voilà, sur les éditions de Windows, si c'est du standard édition ou de Data Center édition, un nombre de cœurs. Et dessus, on fait des estimations, nous, de prix. C'est même plus que des estimations, c'est un coût réel que vous aurez suivant le nombre de cœurs et le nombre de machines que vous disposez. Et donc, n'hésitez pas, après le webinaire, à nous contacter si vous avez ces interrogations-là, ces questions-là, et surtout si vous avez ces sujets-là. Nous, on vous accompagnera sur ces sujets. Pas d'autres questions, Romaric? Pour le moment, non. Allez, nice. Allez, Azure AV, c'est quoi cet acronyme? Virtual Desktop. Voilà, donc Microsoft et côté Azure, on embarque une grosse brique de VDI maintenant côté Azure. Donc c'est la capacité effectivement de mettre à disposition l'utilisateur des bureaux virtuels dans Azure ou des applicatifs dans Azure. Côté nous, proposition d'accompagnement, on a une première offre qui est effectivement découvrir. Et quels sont les bénéfices que vous pourrez avoir dans Azure Virtual Desktop? Azure Virtual Desktop, et c'est ce qui va être posé, mais je vais y répondre. Qu'est-ce que ça propose comme solution par rapport à une ferme RDS standard ou des choses comme ça? Quand vous devez déployer une infrastructure avec du RDS, par exemple, vous avez tout un tas de serveurs à déployer, d'accord? Il y a des brokers, il y a des zones de publication web, et ainsi de suite. Microsoft, via AVD, en fait, va s'occuper de toute cette partie-là. C'est eux qui vont la gérer en mode passe. Clairement. Voilà. Vous, votre seul souci, ça va être de publier des machines virtuelles par derrière. Donc, soit des Windows 11, soit des Windows Server par derrière, et de gérer ce pool de serveurs et d'applications. La partie publication, mise à disposition, load balancer, elle est gérée par Microsoft. C'est un gros confort. Il y a donc première offre, ça va être sur effectivement comment on va découvrir un petit peu toute cette offre-là. Ça va vous acculturer sur ces sujets-là, d'accord? On va vous présenter aussi des best practices, des choses comme ça. La deuxième, c'est un MVP AVD sur lequel vous allez pouvoir poker la solution. On va vous la déployer, on va vous la mettre en œuvre, on va publier les premiers bureaux et vous allez pouvoir la tester et un petit peu vous amuser avec. Mais ça me fait penser un peu à Citrix, quid de Citrix là-dedans, là, avec AVD? Ouais, exactement. Alors, ça a eu son heure de gloire à un moment et certainement, est encore pratiqué et connu par des administrateurs. Néanmoins, il n'a plus réellement de valeur sur AVD. On fait à peu près la même chose qu'on
on réalise sur Citrix. D'accord, on publie de l'application, on publie du bureau. AVD est capable de streamer aussi de la modélisation 3D. D'accord, alors ça dépend toujours des machines qu'on va mettre en dessous. Hein. Si on met une machine à base de GPU, on est capable de le faire réellement à l'intérieur. Donc, c'est plus qu'une alternative, entre guillemets. Voilà, Citrix pourrait devenir un add-on à tout ça, mais néanmoins, il n'est plus nécessaire réellement dedans. Citrix était très réputé et très répandu sur tout ce qui était on-premise. Maintenant qu'on parle de cloud public, voilà, AVD est une très 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 bonne alternative à tout ça. Clair. Très très clair. J'avais un complément qui vient de me sortir de la tête sur AVD, mais je ne me rappelle plus, mais donc là, je reviendrai dessus. Si, il y a un truc qui est important avec AVD, c'est la méthode de publication. Pareil, je vais démystifier. On garde toujours à l'idée qu'on doit avoir un client sur sa machine qui doit être déployé, sur lequel on va configurer des URL et puis on se connecte à un bureau distant comme ça. C'est plus le cas réellement. AVD est compatible avec les navigateurs HTML5, donc on peut effectivement pousser et consommer du bureau virtuel sur du navigateur et donc du coup créer de la compatibilité avec de l'Android, de l'iOS ou tout autre navigateur. Donc là, du coup, le déploiement et la consommation du service en est grandement facilité. Par contre, vous n'enlèvera pas la sécurisation de tout ça. Donc, il y aura la sécurité à mettre en œuvre par derrière, la sécurité des machines sous-jacentes, la sécurité des identités qui vont s'y connecter à l'intérieur. Et une question qui m'est souvent posée aussi, on parle, est-ce que du coup Azure Virtual Desktop n'est compatible qu'avec Entra ID, donc Azure Active Directory? Non, on peut aussi continuer à faire signer ces machines virtuelles s'il y a besoin sur de l'Active Directory standard. Voilà, alors c'est pas super inspirant, néanmoins c'est une vraie réalité. Hein, voilà. Je pense que la majorité d'entre vous sont encore sur Active Directory, donc on peut le faire. Je pense que j'ai été un petit peu vite sur la présentation, néanmoins voilà, ça va vous permettre peut-être d'échanger. Là, je vous ai présenté cette offre, d'accord? On en a une autre qui est en préparation. Voilà, je vous tiendrai au courant, qui va être plutôt sur la partie networking, d'accord? C'est important le réseau. Hein, voilà, c'est les fondamentaux de tout ça. Le réseau, ça va être de comment on peut remplacer ou s'interconnecter avec des MPLS, voilà, tous ces sujets-là. Donc la partie réseau, ça va être une nouvelle aussi offre qu'on va mettre à disposition. Là, je tenais à vous dire, effectivement, je vous ai proposé des offres. Donc, vous avez eu des offres avec des livrables dessus, des durées. Donc certainement aussi des coûts associés à tout ça. Ce sont des offres packagées. Une offre packagée, un peu comme une tasse, c'est un peu rigide, d'accord. Ça permet effectivement d'être délivré au forfait, ça permet d'être délivré très rapidement. Néanmoins, si vous avez des contextes un petit peu différents et si vous avez des particulières sur vos environnements, on peut aussi faire des offres sur mesure. La bonne approche, c'est peut-être de jouer sur les deux, peut-être de commencer effectivement par une offre packagée, s'acculturer sur ces différents sujets-là, et ensuite travailler sur des choses qui soient plus sur mesure. Voilà. Le côté Empower, c'est ce qu'on fait au jour le jour. On accompagne nos clients justement sur tous leurs projets Azure de manière très flexible et contextualisée. Les questions, mais tu as fait un peu de teasing sur la prochaine offre autour du réseau. Ouais, il y en a certainement d'autres, hein, voilà, qui arriveront. Bon, la présentation a été un petit peu dense. Je me suis pas arrêté voilà, sur les différentes slides qu'on pourra vous communiquer par la suite, qui, elles, contiennent beaucoup plus de détails sur le contenu. Néanmoins, ces offres, elles sont là effectivement pour vous permettre d'accéder très rapidement à ces news. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations. Après, l'interaction aussi, hein, est-ce que ce sont des sujets qui vous parlent? Est-ce que ce sont des sujets voilà, qui peuvent matcher aussi avec vos démarches? Voilà, Romaric et moi-même, on est disponible pour répondre à tout ça. Carrément. N'hésitez pas, quoi qu'il arrive, comme le disait Rémi, en fin de journée, vous devriez recevoir les slides qui vous ont été présentés et même le replay que vous pourrez reconsommer peut-être un peu plus légèrement ou step by step si vous voulez rentrer dans le détail. Nous, on reste à vos dispositions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc si vous n'en avez pas, on va clôturer ce webinaire et vous remercier pour votre attention. Si vous en avez, c'est maintenant ou par la suite, par mail, sur notre site internet. Enfin, vous savez comment nous contacter normalement. Et on vous souhaite une très très bonne journée. Exactement, une très belle journée à tous. Merci pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.